Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous sommes en ligne. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez dans le chat, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? Merci beaucoup. Oui, très bien. Bon, bah, écoutez, ça fonctionne, c'est parfait. Bon, parce que j'ai une connexion un petit peu instable, donc peut-être qu'à un moment donné, vous ne me verrez plus, mais je serai toujours là, je serai toujours avec vous. Parfait, merci bien. Bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire dédié au lycée professionnel qui sera centré sur l'accrochage et la persévérance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et quel sujet nous allons aborder ce soir, je voudrais faire un petit rappel sur la création du réseau Manageduc Lycée Pro, dont j'ai la chance d'en être la référente. Donc moi, je suis Isabelle et je suis donc chargée d'animer ce réseau qui est tout récent et qui est très très important au niveau voilà du soutien, du partage, de l'entraide. Et nous aurons dans les dernières 10 minutes de ce webinaire la chance d'accueillir Séverine Lecomte, qui est proviseur lycée professionnel et qui pourra témoigner un petit peu de ce que l'on fait dans le réseau et des propositions qu'on peut vous faire. Voilà. Nous sommes accompagnés ce soir par Guénolé, qui est soutien technique, et je remercie beaucoup d'être présent et qui a mis le lien effectivement sur l'inscription du réseau Manageduc Lycée Pro. Donc je serai absolument ravie de vous y recevoir. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, nous allons entrer dans le cœur du sujet, sur un sujet qui est très important et particulièrement en lycée professionnel. On va un petit peu s'interroger sur comment rendre le lycée professionnel plus accrocheur. Alors, bien évidemment, tous les angles ne vont pas être vus, parce que c'est un sujet tellement large et tellement prégnant. Mais voilà, nous avons la chance d'avoir deux intervenants avec nous. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions, à noter vos remarques dans le chat. Je vais les relayer auprès de voilà, dans un premier temps. Donc, peut-être Filippo, je te Oui. laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et merci à vous d'être là. Donc, je suis Filippo Pierron. Je pense qu'il faut que je me présente. À un moment donné, je t'ai plus entendu. Donc, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Est de Créteil, et j'interviens plus particulièrement en tant que formateur dans le cadre de l'INSPE, de l'Académie de Créteil. Et mon laboratoire, c'est le LIFA, donc laboratoire interdisciplinaire d'études des politiques Hannah Arendt. Voilà, je suis notamment dans les formations des CPE et des futurs CPE, même si je peux intervenir de manière occasionnelle dans d'autres mentions, dans d'autres parcours aussi. Et j'ai même des recherches, donc notamment dans une perspective de la sociologie de l'éducation. Donc j'essaie un petit peu d'étudier tout ce qui est de l'évolution du système éducatif français, à la lumière aussi d'études d'éducation comparées avec d'autres systèmes éducatifs. J'ai particulièrement étudié le système argentin, entre autres, et parmi, je dirais, les objets qui animent un petit peu les recherches que je peux mener avec d'autres collègues, la question de la persévérance et du décrochage, selon comment on peut présenter cet objet, est un petit peu au cœur. Donc voilà, je ne veux pas prolonger plus ma présentation. Merci Filippo. On va passer la parole à Karine.
Oui, bonsoir à tous. Karine Mallet. Donc, moi, je suis actuellement principale adjointe dans un collège, mais j'ai été durant 7 années proviseure adjointe en lycée professionnel, donc dans l'académie de Besançon. J'ai participé notamment à la production donc euh, du guide de raccrochage scolaire, donc spécifique au lycée professionnel, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et la question de la persévérance et du raccrochage des élèves est une question qui me préoccupe depuis de nombreuses années et qui est cruciale en lycée professionnel. Je suis une ancienne CPE et voilà, j'ai plein d'autres choses à mon actif, mais aujourd'hui, principalement du fait de cette expérience, donc de cette année en lycée professionnel. Merci beaucoup, Karine. Donc, on va démarrer ce webinaire peut-être de quoi parlons-nous exactement? On parle de décrochage, d'accrochage, de persévérance, de raccrochage. En fait, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. Est-ce qu'on pourrait commencer pour savoir ce que l'on met derrière tous ces mots? Je ne sais pas, Philippot ou Karine, enfin, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être Philippot, et puis je compléterai en fonction, moi, du terrain. Parfait. Je laisse l'expert. Oui, on va pas non plus faire évidemment un cours sur l'essence de ces mots. Je pense que vous savez très bien qu'ils ne veulent pas dire la même chose, mais peut-être quelques éléments sous les uns et sous les autres. Donc, persévérance, c'est un terme qui a fait son apparition un petit peu dans le langage institutionnel aussi de la recherche depuis peu de temps en France. Hein. Depuis plus de temps, c'était plutôt les chercheurs québécois qui avaient essayé de l'introduire, et c'est une manière de renverser un petit peu la question du décrochage, qui effectivement est un phénomène qui pose problème, qui pose problème à maintes égards. Et le fait de parler de décrochage, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle un élève en vient à rompre avec le système éducatif, est une manière d'aborder la chose, et de parler de persévérance en est une autre. C'est-à-dire la persévérance ce sont l'ensemble, je dirais, d'actions et des dispositifs qui peuvent permettre aux élèves non seulement de ne pas décrocher, et je dirais non seulement de se maintenir uniquement dans l'école, parce qu'on sait très bien que dans les risques de décrochage, il y a plein de profils d'élèves qui, même s'ils sont là physiquement, en vrai, ils ne sont plus là depuis fort longtemps. Ce n'est pas seulement la présence physique qui compte, bien qu'elle soit évidemment essentielle, mais la persévérance indique justement la manière de les faire accrocher aussi cognitivement. Cognitivement, c'est-à-dire retrouver du sens dans leurs études, et donc participer, je dirais, activement en adhérant à un projet de non seulement rester dans l'école parce que l'obligation scolaire est de plus en plus longue, mais parce que aussi cela fait sens pour eux, et non seulement en termes d'obligation. Il y a après je te laisse la parole, aussi un autre terme qui est le terme de réinclusion ou raccrochage scolaire, qui sont toutes ces manières de essayer je dirais, rattraper le coup une fois que malheureusement le phénomène de décrochage scolaire advient. Et force de constater, je vais en dire quelques mots plus tard, qu'en France, on en sait encore assez peu de comment on peut faire pour raccrocher, je dirais, non seulement dans les pratiques, mais aussi au niveau institutionnel. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Philippot, c'est vrai que dans la pratique et le quotidien, finalement, on se rend compte que quand on questionne un petit peu les personnels, voire même les élèves, hein, sur qu'est-ce que c'est que la persévérance scolaire, il y a une vraie confusion dans la façon dont on aborde les choses entre la persévérance et le décrochage. En tout cas, les deux sont toujours extrêmement liés. Et quand on creuse et quand on essaye de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière,
la distinction qu'ils font, c'est que finalement, la persévérance, elle doit s'adresser à tous et à chacun, qu'on soit un élève ou qu'on soit un personnel, parce que la question de la persévérance, elle questionne tout le monde et elle concerne tout le monde. Mais concrètement, après, quand on va dans les faits, mais comment vous faites pour travailler la persévérance et comment on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, etc. Très, très vite, en fait, les personnes ont du mal à voir comment faire et finalement, on va tout de suite réduire la cible à des élèves qui commencent à donner des signes de décrochage ou qui ont un peu une perte de sens dans ce qu'ils font. Et donc, on a du mal, en fait, à agir en amont pour permettre à chacun finalement de prendre du plaisir à venir dans l'établissement scolaire, à avoir du plaisir à apprendre sans attendre qu'il y ait des signes de faiblesse, de difficulté, de décrochage, de perte de sens ou tout simplement parce qu'on est là un peu par hasard. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais et cette chose-là, en fait, les jeunes le ressentent beaucoup. Et des fois, un sentiment d'injustice par rapport à ça, puisque quand ils vont bien, on ne se préoccupe pas d'eux. Et ça les touche beaucoup. Tout à fait. Peut-être, je peux rajouter juste... N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. J'en profite pour rajouter deux mots. C'est que la première chose, c'est de ne jamais oublier qu'effectivement, de prendre le problème par l'angle de la persévérance, c'est aussi de considérer le décrochage comme un processus souvent très long, hein, qui s'inscrit dans la durée, malheureusement, dans l'accumulation des difficultés. Et comme le disait très bien il y a une quinzaine d'années deux chercheurs de Lyon, Daniel Tin et Mathias Millet, il s'agit aussi de parler du problème des ruptures multiples qui adviennent au sein de l'expérience de l'élève, ruptures multiples vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des adultes, vis-à-vis de l'autorité, et comme on l'a déjà répété à quelques reprises, rupture dans le sens, finalement, dans les contrats pédagogiques qui doit relier tout le monde de cette communauté scolaire. Voilà. Et je pense que c'est très important de s'en rappeler. Et comme tu le disais très bien, ce n'est pas parce que on a l'impression que certains élèves sont discrets, ils vont bien, ils ne posent pas des problèmes parce qu'ils ne sont pas violents, qu'ils ne sont pas en train de décrocher. Malheureusement, on sait très bien qu'il existe aussi ce genre de profil-là. Et c'est peut-être ceux ou celles qu'on a le plus de mal à repérer. Oui, tout à fait. Et cette question de la rupture, on voit bien hein, qu'on essaye de la travailler dans le cadre des liaisons, parce qu'en fait, les ruptures, elles interviennent aussi dans le cadre de, voilà, quand on passe du primaire au collège, du collège au lycée, d'autant plus entre le collège et le lycée, parce qu'il y a cette question de l'orientation et cette question, effectivement, du devenir et de l'image de soi que l'on renvoie. Et c'est là où prend tout son sens la question de la relation à l'adulte et du regard que va poser l'adulte sur ce jeune en devenir et qui va lui permettre aussi parfois de mieux vivre finalement une orientation qui aurait pu être subie par endroits, notamment au lycée professionnel. Je vois que Maud nous dit que on parle de plus en plus de professeurs accrochés et accrocheurs. Je pense que cette question de la relation à l'enseignant, de la relation pédagogique, elle est fondamentale dans la question de la persévérance et la question de comment essayer de lutter contre le décrochage scolaire. Et puis on a plein d'auteurs tant théoriques que même d'inspecteurs. Je pense à Christophe Marcelier qui a beaucoup travaillé la question de la persévérance et de la motivation et qui dit que finalement il y a une dynamique circulaire entre l'enseignant et l'élève par rapport à la motivation et à l'accrochage. Oui, je trouve ça très intéressant, ce terme de professeur accrocheur, parce que on dénote de plus en plus, malheureusement, la crise sanitaire n'a fait qu'empirer
je dirais, ce sentiment de plus en plus partagé chez certains enseignants, je dirais, d'un malaise, hein, comme dirait Anne Barrère. Et c'est vrai que si les enseignants ne peuvent pas ou n'arrivent pas à être eux-mêmes ou elles-mêmes accrochés, il est très difficile d'être des enseignants accrocheurs ou accrocheuses. Et je dirais que cela ne relève pas uniquement, évidemment, des dispositions, des compétences individuelles, mais elle est liée, évidemment, à des conditions de l'exercice du métier qui sont souvent très difficiles et qui, malheureusement, le sont de plus en plus à plusieurs égards. Et à l'intérieur de cela, évidemment, y compris de lorsque, je dirais, les conditions du métier font qu'on peut, effectivement, mener à bien notre travail et essayer d'être accrocheur, toujours faut-il se rendre compte de cette dimension qui paraît banale et dite comme ça, mais qui finalement, quand on va interroger les acteurs sur le terrain, ne l'est pas du tout, de la relation autrui et de la maîtrise, je dirais, de son jugement en tant que porteur d'une autorité sur des élèves qui sont, eux, y compris quand ils ne le manifestent pas ou ils sont dans une opposition tellement, je dirais, pour eux, c'est tellement important ce regard que leurs enseignants portent sur eux et sur elles, et on s'en rend pas suffisamment compte. Donc, de maîtriser ces côtés relationnels dans le sens profond du terme, c'est-à-dire avoir la capacité de connaître et de reconnaître ses propres élèves, ça veut dire aussi connaître, reconnaître les familles et l'environnement familial et social qui entoure les élèves, n'est pas donné à tout le monde, parce que ça nécessite évidemment des vraies compétences, déjà une attention et une prise de conscience de son importance. En tout cas, la question de la relation, de la qualité de la relation éducative, elle est bien reconnue comme un domaine de professionnalisation fondamentale, hein, des enseignants pour soutenir et pour prévenir le décrochage scolaire. Ça, c'est vraiment un acquis que l'on a de l'ensemble des recherches qui sont faites aujourd'hui autour de cette question. Et on sent bien chez les élèves quand on les questionne un petit peu, alors pour avoir travaillé l'année dernière sur la question plus particulièrement de la persévérance et d'être allé un petit peu au contact des élèves avec des questionnaires et des grilles d'entretien, on s'est rendu compte que finalement les élèves étaient très attachés au regard qui était posé sur eux, mais sur eux en tant que personne. Et donc en fait ils ont vraiment à cœur d'être reconnus, d'être soutenus, d'être valorisés pour ce qu'ils sont. Alors que la plupart du temps, les enseignants vont s'axer sur ce qu'ils font. Et en fait, on a aussi des recherches qui ont été menées par certains auteurs comme Morlet ou Tavan ou comme d'autres comme Fournier qui mettent bien en avant. Alors on a parlé ou on peut continuer à parler d'effet Pygmalion, mais en tout cas la qualité du regard et de la relation et de la façon dont on donne du feedback à l'élève et aux jeunes est fondamentale à mon avis, et elle l'est d'autant plus en lycée professionnel. Et je vois qu'une collègue disait oui, un tutorat des fois vaut 1000 fois plus qu'un dispositif quel qu'il soit. Je crois que c'est extrêmement important pour redonner confiance à ces jeunes dans leur capacité à faire des choses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu disais effectivement le besoin d'être reconnu avant toute chose comme une personne à part entière, et notamment en lycée, je dirais, comme un jeune, comme des jeunes adultes ou des adultes en devenir, c'est quelque chose évidemment qui est très 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 important. Et je voudrais rajouter quelque chose évidemment dans cette complexité, c'est que bien sûr, on se rend compte de plus en plus que cette relation individuelle, cette reconnaissance individuelle est-elle aussi importante, mais il ne faut jamais oublier que les élèves en même temps, ils veulent
aussi être des vrais élèves. Et donc, ils veulent aussi que les enseignants arrivent à les accompagner dans tout ce qui est, je dirais, de la dimension collective des savoirs et des connaissances. Et là où c'est pas du tout facile, évidemment, pour les enseignants ou pour n'importe qui, c'est évidemment d'être attentif sur les deux côtés, à la fois du cas par cas, individuel, mais à la fois, en quelque sorte, de amener les élèves dans des dimensions autres que ce qu'ils sont. Parce qu'évidemment, si on s'est contenté de dire bah, venez comme vous êtes, hein, un petit peu comme un McDo sans promesse, je dirais, de transformation, c'est-à-dire d'amener les élèves vers des dimensions, comme on dit, bon, en didactique, en pédagogie verticale, hein, des savoirs et connaissances. Évidemment, on passerait à côté, hein, on passerait à côté de quelque chose. Donc, c'est l'harmonisation, je dirais, entre le soin des côtés individuels, tout en restant toujours attentif à amener et éducérer, c'est-à-dire accompagner vers ces savoirs-là, est évidemment quelque chose de très, très, très difficile. Et je voyais dans certains commentaires, évidemment, ça nécessite peut-être une formation hein, et des connaissances et des compétences dont certains enseignants, malheureusement, ne disposent pas encore. Effectivement. La question de alors on voit bien, hein, les collègues nous font état effectivement d'expériences au terme d'accompagnement plus personnalisé, de tutorat, où en fait on se rend compte que à ce moment-là la relation éducative change. En tout cas, il y a une qualité différente de cette relation éducative, peut-être une perception aussi du jeune de manière un peu différente, parce que finalement il est pris plutôt dans sa globalité. Alors bon, ça c'est la casquette de CPE hein, qui ressort, mais en tout cas, voilà, il y a une préoccupation finalement différente qui est faite dans ce cadre-là. Donc, on va se préoccuper de plus de choses et pas uniquement de l'aspect scolaire. Mais c'est vrai que une formation à l'écoute active, notamment, ou tout simplement à être capable de recevoir la parole d'un jeune, est souvent indispensable pour les professeurs ou d'autres personnels d'ailleurs, pas que les professeurs, mais endossent ce rôle de tutorat et d'accompagnement un peu plus personnalisé. En tout cas, on se rend compte, hein, on le voit. Pourquoi on fait aussi des voyages scolaires ou des séjours de cohésion ou des choses comme ça? Parce que ça permet aussi de voir le jeune d'une autre façon, dans un autre univers que l'univers purement scolaire, et ça permet d'imprimer à la relation éducative autre chose que la simple transmission de compétences ou de connaissances. Donc, c'est important. Alors, j'ai eu Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, Filippo, vas-y, je t'en prie. Non, je réagissais juste à une réaction. Alors, j'ai pas vu, c'est une collègue ou un collègue, pardon, j'ai perdu le fil du chat, qui parlait, il disait en gros, certes, il est fort important de parler des familles, mais comment fait-on quand on essaie de les solliciter et on les voit jamais à l'école? Effectivement, c'est un des problèmes majeurs, je dirais, qui sont étudiés depuis que l'on a en quelque sorte compris comment l'école d'aujourd'hui nécessite la participation des partenaires centraux comme les familles et les parents d'élèves. Et parfois, on a souvent des parents qui n'interviennent pas assez parce que parfois ne se sentent pas légitimes de participer. Parfois, leur vie, en quelque sorte, les empêche de suivre la temporalité scolaire. Parfois, la communication institutionnelle n'arrive pas à les toucher, hein, parce que peut-être ils ne maîtrisent pas les moyens mis à disposition par l'éducation nationale. Force est de constater que si on n'arrive pas effectivement à reconnaître aussi ces familles-là, il est fort difficile de le faire, et il est encore plus difficile de le faire dès lorsque les parents d'élèves ne se mettent pas à la disposition de l'école. Mais peut-être c'est un autre volet que l'on va ouvrir ultérieurement. Alors, je vois dans le chat beaucoup de questionnements autour des compétences psychosociales.
Notamment une question, susciter les compétences psychosociales des élèves permettent-elles de favoriser la persévérance? Alors, il y a eu des études qui ont démontré ça, et notamment, je crois que SynLab, enfin Écolumin, en a publié un certain nombre sur son site, donc n'hésitez pas à vous y référer. Il y a aussi une note de la DEP qui est parue il n'y a pas si longtemps que ça, sur la formation des enseignants, et donc le fait, ce lien entre la maîtrise des compétences psychosociales et le fait d'être formé et cette capacité à faire réussir les élèves, tout simplement parce que c'est en lien aussi avec le sentiment d'efficacité professionnelle des enseignants. Plus ils se sentent capables d'eux, et mieux ils peuvent accompagner les élèves dans cette capacité à. Je ne sais pas si vous... Karine, tu veux rajouter quelque chose? Non, je vais juste essayer de retrouver le numéro de ce numéro de la dette pour vous. Très bien, merci. Alors moi, j'ai décroché à un moment donné. Malheureusement, j'ai une connexion qui est très, très, très instable et je vous ai perdu à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez abordé la spécificité de nos jeunes qui sont en lycée professionnel, avec finalement il se situe entre deux mondes, le monde professionnel et le monde scolaire. Et ma question, c'est comment prendre en compte la jeunesse de ces élèves-là, et surtout quelle incidence ça peut avoir sur le décrochage du scolaire? Oui, c'est une question que moi, je pourrais aussi relier à cette question des compétences, qu'elles soient psychosociales, qu'elles soient plutôt transversales, hein, ou qu'elles soient procédurielles. Je dirais qu'aujourd'hui, dans les curricula, que ce soit notamment en lycée pro, là, je te rejoins, on se rend compte que lorsqu'on implique les élèves dans n'importe quel travail ou exercice ou relation pédagogique à l'école, on leur demande implicitement, en fait, on exige d'eux plutôt, qu'ils bougent dans différents registres, en fait, hein, dans différents registres. Et alors, mon directeur de thèse, qui est Patrick Rayou, avec un autre chercheur de mon ancien labo ESCOL de Paris 8, qui est Elisabeth Bautier, avait travaillé sur cette notion de registre de l'apprentissage, dans lesquels on se rend compte comment, dans n'importe quel moment scolaire, en fait, on sollicite les élèves soit sur des connaissances, je dirais, didactiques classiques, à la fois comment on leur demande, en fait, de mobiliser des compétences que peut-être il y a 10-15 ans n'étaient pas considérées comme des compétences scolaires, comment on leur demande à la fois non seulement d'apprendre, mais d'avoir du recul, donc de l'esprit critique sur ces connaissances-là. Et je dirais que déjà, pour l'élève lambda, tout cela est bien compliqué, mais comme tu le disais très bien, la spécificité des lycées professionnels, c'est que, je dirais, les compétences, la formation professionnelle est aussi au cœur, hein, parmi les cœurs des apprentissages, et force de constater que les élèves sont eux-mêmes tiraillés dans différentes dimensions ou différents registres, comme on peut dire, qui malheureusement parfois n'arrivent pas à s'accorder avec je dirais, leur problématique identitaire, c'est-à-dire ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, leur identité en tant que jeune élève, leur identité en tant que futur travailleur, leur identité en tant que jeune adolescent qui rentre dans la classe avec toutes les problématiques, et tout cela évidemment n'est pas évident de mettre de la lumière, que cela soit clair, quels sont les moyens, quels sont les objectifs envers lesquels on pousse les jeunes, et de parler aussi d'aujourd'hui de malentendus socio-cognitifs est quelque chose de très important. Peut-être on pourra y revenir plus tard.
En tout cas, juste pour rebondir par rapport au terrain, je trouve que finalement le lycée professionnel est un terrain assez génial et assez favorable au travail des compétences psychosociales du 21e siècle, soft skills. Enfin voilà, il y a mille et une appellations à ce niveau-là, parce que en fait, il y a véritablement cette double inscription des jeunes entre le monde de l'école et le monde professionnel, et que dans le monde professionnel, effectivement, on va valoriser et on valorise de plus en plus des compétences psychosociales, sociales, de savoir-être, et que c'est du coup beaucoup plus simple pour les enseignants ou pour nous de travailler ce lien entre quel est l'intérêt de maîtriser, par exemple, l'art de l'argumentaire, tout simplement parce que quand on est dans une section commerce, savoir argumenter pour amener effectivement un client à conclure une vente, ça peut être intéressant. Et donc tout ce travail de lien qui est fait entre le milieu scolaire et le milieu professionnel lors des PFMP, donc lors des périodes d'immersion en milieu professionnel, ou lors des séances de co-intervention entre un enseignant du milieu professionnel et un enseignant du milieu général, ça permet en fait de travailler de manière approfondie les compétences psychosociales tout en les reliant au référentiel de compétences et au référentiel de connaissances, qu'ils soient professionnels ou sur des connaissances générales. Oui, le chef-d'œuvre évidemment aussi. Je crois que vous avez beaucoup parlé de la dimension relationnelle tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez illustré avec des exemples, notamment toi, Filippo, avec cette perspective comparée que tu as pu faire avec l'Argentine, le travail que tu as fait sur les micro-lycées. Oui, non, je n'ai pas encore pu aborder effectivement ces expériences de recherche que j'ai pu avoir. Une partie de ma thèse était sur les micro-lycées, pour celles qui ne savent pas, qui sont des structures qui existent dans toutes les académies de France et qui permettent à des anciens décrocheurs, c'est-à-dire des élèves entre maintenant 18 et 25 ans qui sont sortis du système éducatif pendant au moins 6 mois, de pouvoir reprendre leurs études, donc être réinclus à l'intérieur du système scolaire et les amener jusqu'à l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires. À l'intérieur de ces dispositifs-là, j'ai pu observer en quelque sorte je dirais un fonctionnement non seulement dans les pratiques individuelles, mais je dirais institutionnelles, dans lesquelles cette dimension était intégrée au fonctionnement de ces dispositifs. Quand j'ai dit dispositifs, c'est des structures à part entière. C'est vraiment des établissements à part entière qui dépendent évidemment d'autres établissements principaux. Et je dirais que à l'intérieur de cette dimension relationnelle, il était clair pour le fonctionnement de ces dispositifs que c'était, je dirais, l'étape de base pour pouvoir tout d'abord regagner la confiance perdue dans ces parcours de rupture dont on a parlé tout à l'heure, des élèves, donc rupture avant tout de confiance envers l'institution, envers les connaissances, envers les savoirs, envers les personnes qui incarnent ce savoir et cette autorité. Et donc, sans ce passage-là, il était impossible de pouvoir par la suite les amener ailleurs. Et je dirais que parmi les gestes, je dirais, intégrés et communs à tout, systématisé, automatisé par les équipes pédagogiques, il y a ce que un des fondateurs du micro-lycée appelait la pédagogie de la réparation, qui consiste dans un ensemble de pratiques qui justement permettent d'abord de retisser ces identités rompues à l'intérieur des élèves et cette confiance. Pour vous faire un exemple surtout, par exemple, comment elle s'est traduisait cette pédagogie, eh bien, c'est par une valorisation constante, en fait, des élèves dans leurs efforts, dans leur application scolaire, dans je dirais, l'engagement des enseignants dans quelque chose qu'on a nommé rapidement tout à l'heure, mais qui est essentiel et qui est le feedback ou retour sur information, c'est-à-dire un travail systématique sur
non seulement les apprentissages en soi, mais la manière dont les élèves ont réussi ou pas réussi à arriver à accomplir ces apprentissages, à acquérir ces compétences. Et ça consiste donc, en quelque sorte, à chaque fois, à prendre du temps sur je dirais, les opérations, les difficultés, y compris les erreurs ou les réussites que ces élèves peuvent avoir rencontrées dans leur parcours. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément… alors, il y a des exemples de micro-lycées en France, mais j'avoue que j'ai pas vraiment de connaissances sur la façon dont ils fonctionnent. En tout cas, on en discutait lors de la préparation du webinaire, Philippot. C'est vrai que dans les lycées professionnels, on n'a pas forcément de choses qui répondent à ce temps, en fait, finalement, de réparation, ce temps d'échange, de réparation, si ce n'est les heures de vie de classe qu'on peut facilement utiliser pour essayer de recréer du lien au sein du groupe classe, du lien entre des élèves, entre des jeunes qui sont en construction, qui sont à fleur de peau, qui sont toujours un petit peu abîmés dans les lycées professionnels par un parcours chaotique, un contexte des fois familial, social difficile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la difficulté scolaire ou le fait de subir une orientation, mais il y a bien tout une multiplicité de facteurs qui amènent à ce que on est moins mobilisé et mobilisable pour des apprentissages scolaires parce que on a bien d'autres préoccupations et c'est en ça que finalement l'accompagnement, le tutorat est important et que proposer finalement des temps, soit dans le cadre de l'accompagnement personnalisé où on va pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, apprendre à débattre, apprendre à échanger, à écouter l'autre, à confronter ses points de vue pour mieux vivre ensemble, ou des temps où on va être sur des pédagogies flexibles au travers de classes flexibles qui vont permettre aussi d'appréhender les apprentissages d'une manière ou d'une autre en fonction de ses compétences, de ses capacités et puis de son humeur du moment. Et ça favorise, je dirais, sont des leviers pour créer de la persévérance parce que derrière il y a le regard encore une fois de l'adulte, de l'enseignant qui vient dire à l'élève, ok, aujourd'hui, bon, c'est pas ça, mais en tout cas, ça veut pas dire que c'est une fatalité et que demain ça ira pas mieux. Je voudrais rebondir là sur quelque chose dans le chat. La salle innovante ne sera qu'une coquille vide si les équipes ne sont pas compétentes, donc formées pour animer ces innovations. Donc là est pointé plus spécifiquement. Alors, est-ce que c'est le manque de formation? Est-ce que c'est une sensibilisation qui n'est pas peut-être suffisante sur les innovations qui pourraient être mises en place pour ce travail d'accrochage? Je ne sais pas, est-ce que vous voulez rebondir sur… Oui. Moi, j'aimerais bien rebondir parce que ce qui distingue justement, je dirais, au niveau spatial, hein, parce que évidemment, on parle des gestes, on parle de compétences des enseignants, etc. Mais rien ne peut se faire sans, je dirais, un contexte en fait qui favorise en fait ces pratiques-là. Et dans les dimensions spatiales, dans les réaménagements spatiaux intégrés dans ces dispositifs, il y a un petit peu le cœur du dispositif qui n'est pas forcément la classe au sens classique, mais qui est la salle commune. La salle commune qui est cet espace présent dans chaque structure de micro-lycée et qui permet justement, je dirais, cette dimension d'horizontalité parce que c'est par là que commencent, je dirais, les enseignements. C'est à partir d'un travail je dirais, informel de mise en relation entre les enseignants et les élèves entre eux, des moments aussi de convivialité qui tout démarre en fait, que tout peut démarrer. Ce sont des salles qui sont équipées pour satisfaire
les différents objectifs des différents moments. Donc, avec des postes d'ordinateur pour pouvoir travailler en autonomie, avec un espace pour se faire un café, se faire un petit sandwich ensemble, mais aussi, comme je disais, ce sont des salles dans lesquelles, je dirais, la lourdeur des savoirs et de la hiérarchie de la relation pédagogique est dédramatisée dès le départ. Et ça permet par la suite, justement, de canaliser les élèves et de les amener donc dans des classes, dans des espaces plus classiques de la forme scolaire. On se rend bien compte que pour l'instant, dans les structures scolaires, dans les établissements scolaires qui existent aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est fait de ce côté-là. Il y a la salle des enseignants qui est un petit peu la zone bannie pour les élèves. Ils n'osent même pas s'y approcher. Et d'ailleurs, beaucoup d'élèves nous racontaient des expériences très négatives de lorsqu'ils avaient eu seulement c'était approché seulement de cette salle-là. Évidemment, avoir une salle commune dans laquelle ils sont reconnus comme des adultes ou des jeunes adultes dans lesquels ils peuvent discuter, ils peuvent montrer que eux aussi, elles aussi, elles ont des compétences, ils peuvent en quelque sorte faire école avec leurs enseignants, c'est toute une autre dimension. Karine, tu veux rebondir sur le sujet ? Oui, alors la question je vois qu'il y a plusieurs collègues qui parlent de la classe flexible ou des aménagements. Alors, ça, c'est une évidence que le fait de mettre en place une classe flexible, il faut que l'enseignant soit à l'origine de la demande parce que imposer ce type de fonctionnement, à mon avis, est voué à l'échec parce qu'il faut qu'il y ait une démarche, il y a une conception, il y a une scénarisation de la séquence pédagogique qui doit être à l'œuvre. Mais effectivement, on peut ne pas vraiment maîtriser ou juste démarrer. Nous, moi, je l'ai mis en place avec une enseignante. Elle arrivait, on a voilà, elle était très partante pour cette idée. Donc, on a fonctionné avec des petits bouts de trucs. On a fait de la récup, etc. On n'avait pas forcément, elle maîtrisait pas forcément tout. C'est venu en faisant. Mais il y a eu cet impact sur les élèves parce que effectivement, le fait de leur proposer ça pour faire face à certaines difficultés, elle a couplé ça avec le maniement de la sketch note. Elle a fait énormément de choses. Ça a montré à l'élève qu'on se préoccupait d'eux et qu'on était prêt à mettre en place énormément de choses pour leur permettre de réussir. Et rien que ça, on en revient à la question de la relation éducative et à la question du regard et de l'intérêt que l'on porte à l'élève. C'était extrêmement intéressant. J'ai mis l'adresse de son blog parce qu'en fait, moi, je lui avais demandé tout au long de la première année de mise en place de faire une évaluation pour voir véritablement quelle plus-value on pouvait avoir par rapport à ce type de pratique. Et puis parce que ça a remué beaucoup par rapport à d'autres collègues qui étaient parfaitement opposés à ce genre de choses en disant oui, c'est de la démagogie, on laisse faire aux gamins tout ce qu'ils veulent, qui n'était pas du tout dans cette. Et donc il fallait montrer aussi l'efficacité que ça avait par rapport au bien-être des élèves, bien évidemment, mais aussi par rapport à leur réussite et à leur implication dans les apprentissages. Donc du coup, elle a monté ce blog et puis elle continue d'ailleurs à l'alimenter. C'est pour ça que je vous ai mis l'adresse. Et du côté des chercheurs, on en vient au même résultat finalement, puisque Frédéric Wexler, elle dit que beaucoup d'études ont mis en évidence que l'efficacité et l'efficience étaient plus grandes pour des actions qui étaient en direction des enseignants que des actions qui étaient en direction des élèves en concernant la persévérance, et que bien évidemment le fait qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire et que on joue sur l'organisation et le climat scolaire, ça avait un impact majoré sur la question du travail autour de la persévérance scolaire plutôt que de ne cibler que les élèves et notamment les élèves des proches. Pour rebondir, je voudrais relever aussi un petit point que Frédéric Figuerolles-Jacob a noté. Il manque peut-être une plateforme nationale avec des capsules vidéo sur la mise en place, le fonctionnement par exemple de ce genre d'innovation. En fait, une boîte à outils thématique et nationale.
Il y a la plateforme Experitech qui souvent recense toutes les innovations ou les expérimentations, mais je le rejoins sur le fait que à l'image de ce que peut faire l'UCRIA à l'IFE avec notamment les néo-titulaires, je pense que ça serait effectivement extrêmement intéressant d'avoir des capsules vidéo de séquences pédagogiques filmées qui puissent servir de support, notamment pour voir ce qui se passe, pour analyser ce qui se passe, pour voir comment, par exemple, gérer l'hétérogénéité d'une classe, quel type d'outils j'utilise, pourquoi je les utilise et comment je les utilise. Et je pense que ça pourrait effectivement être une plus-value. Oui, c'est la plateforme Néopass de l'Institut français d'éducation, l'École normale supérieure de Lyon, qui est ouvert maintenant aussi non seulement, je dirais, aux gestes professionnels des enseignants, mais qui, me semble-t-il, depuis l'an dernier, travaille aussi sur les apprentissages, donc avec des capsules vraiment sur les élèves aussi. C'est vraiment très, très intéressant, très riche. Alors, on a parlé de dimension relationnelle, on a parlé d'espace. Est-ce qu'il y a d'autres leviers possibles, transférables en lycée professionnel, je ne sais pas, en termes d'organisation, de temps? Est-ce que vous avez d'autres éléments à partager sur ces points-là? Alors, moi, la question du temps est une question cruciale. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Pardon, Philippot. Je t'en prie. Juste pour revenir sur la question du temps, qui est une question cruciale et une question sur laquelle on revient souvent parce qu'on dit qu'on manque de temps, on a peu de temps pour se rencontrer, se concerter, croiser les regards, parce que c'est important aussi de travailler en équipe et de croiser les regards pour essayer de voir si finalement la difficulté de tel ou tel, elle est similaire avec l'ensemble de l'équipe ou si elle n'est que ponctuelle avec une personne ou par rapport à une discipline ou par rapport à une journée. J'ai pas vraiment de solution. Moi, sur plusieurs établissements, la mise en place d'heures bleues, enfin ce qu'on appelle les heures bleues, les heures de concertation qu'on essaye de caler à un moment où toute l'équipe est plus ou moins réunie, qui effectivement est très contraignante dans l'organisation des emplois du temps. Mais aujourd'hui, les heures de concertation n'existent que pour les SECPA ou dans le cadre de dispositifs très particuliers. C'est un vrai manque. En tout cas, pour moi, je trouve que ça serait quelque chose c'est quelque chose d'essentiel pour moi si on veut continuer à bien accompagner les élèves, notamment en lycée professionnel où souvent on est en orientation, on est sur des parcours subis et comment faire en sorte que ce parcours un peu subi finalement se transforme en quelque chose qui va devenir finalement un levier, même si on continue pas dans cette voie-là, mais en tout cas un levier pour nous permettre de servir un autre projet de vie, un autre projet professionnel. Oui, juste pour ajouter, malheureusement, enfin, vous l'aurez peut-être deviné, on va pas vous donner, une recette magique ce soir, mais je trouve que sur cette question des temps, ce qui m'avait, moi personnellement, un petit peu étonné et surpris positivement en quelque sorte, c'est que, je dirais, la temporalité de la construction du sens de la part des élèves est très souvent totalement désynchronisée par rapport aux contraintes temporelles que nous avons à l'intérieur de nous en tant qu'éducateurs au sens large, à l'intérieur de nos activités. Et que, par contre, la dimension autre, c'est-à-dire la dimension notamment professionnelle, professionnalisante, que pas mal d'élèves, en fait, des micro-lycées avaient partagé avec moi. Ils nous disaient, en fait, ces temps-là dans lesquels, en fait, on est sorti dans cette forme scolaire classique dans lesquelles on croyait, en fait, ne pas être les bienvenus, paradoxalement, nous a permis de comprendre qu'en fait, si ces temps-là, ces espaces-là sont faits aussi pour nous, en fait, pour moi. Et malheureusement, ce n'est pas forcément dans les temps scolaires en soi, en fait, qu'on arrive à leur faire comprendre. Donc, évidemment, d'essayer de réfléchir sur des dispositifs et des temporalités calquées sous la forme de tutorat, mais évidemment qui arrivent en même temps à prendre en considération à la fois le parcours scolaire et pédagogique, je dirais,
avec une réconciliation avec ce que les élèves vivent comme de l'extrascolaire. Ce sont des moments tellement importants dans lesquels ce sens pourrait être construit et des moments dans lesquels en fait on pourrait avec les élèves leur faire comprendre, leur faire voir en fait que toutes les expériences qu'ils sont en train de vivre, professionnelles, d'apprentissage, de stage et des savoirs participent en fait à un enrichissement dont ils vont récolter les fruits dans un autre temps, malheureusement, souvent trop tard pour ceux et celles qui décrochent de manière définitive. Très bien. Si je devais vous demander deux, trois mots qui vous paraissent voilà, indissociables de la persévérance, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais lien. Je dirais vraiment, s'il y avait un mot, je dirais lien. C'est un mot en fait qui n'est même pas venu, je dirais, tout de suite dans mes recherches, à la fois sur les micro-lycées et à la fois sur des dispositifs qui un petit peu correspondent en Argentine, dont j'ai pas trop eu le temps d'en parler, c'est pas grave, j'ai mis un lien avec un petit article qui en parle, si pour ceux et celles qui ont envie de le regarder. Mais c'est plutôt un mot ou une idée, un concept qui est venu dans mes recherches récentes autour de la crise sanitaire à l'intérieur du système éducatif. Et je pense que de retrouver le sens de la construction des liens à l'intérieur de l'école est la clé. À la fois la clé, mais à la fois ne suffit pas. Mais si on ne passe pas par cette dimension, très peu peut être fait, je pense, par la suite. Je te rejoins, moi j'aurais pris le terme de relation, mais avec le même développement que tu viens faire, Filippo. Pour moi, il y en a deux. Il y a effectivement ce terme de relation, de lien qui est évident. J'utiliserais peut-être même aussi le terme d'exemplarité, au sens de Préra, qui parle d'exemplarité ordinaire, parce que c'est essentiel aussi que nous adultes on puisse par notre comportement, notre exemple, inciter les élèves à être persévérants, et pour ça il faut que nous-mêmes on soit persévérants. Et donc cette exemplarité ordinaire, c'est celle qui permet à l'autonomie du jeune, d'advenir, non pas de la compromettre, parce qu'on lui demande pas d'être comme nous, mais par contre on lui montre le chemin. Et ce que dit Hannah Arendt, éduquer, c'est aussi faire entrer dans le monde, et autoriser le jeune à rentrer dans le monde. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est dans notre position, dans notre relation aux jeunes, que l'on peut l'autoriser et lui dire que oui, tu es capable et oui, tu peux. Merci beaucoup. Je souhaiterais maintenant donner la parole à Séverine Lecomte, accueillir Séverine, proviseur également lycée professionnel, qui va nous partager son expérience dans son lycée, d'un accompagnement qu'elle a pu faire avec Manageduc Lycée Pro. Bonsoir Séverine. Bonsoir à tous. Merci pour ce moment passionnant. Écoutez, moi je vous suis depuis plus de 2 ans maintenant. Très régulièrement le mercredi, je participe à ces webinaires, en tout cas, ou à ces conférences, un peu débat sur différents thèmes qui concernent souvent le lycée professionnel, souvent la motivation des élèves, le décrochage. Enfin, il y a eu beaucoup de thèmes passionnants qui concernent mes problématiques, et ça permet, je trouve, de prendre du recul et
de pouvoir faire un peu stop et de réfléchir un peu et je trouve ça important. Donc merci pour ces moments. Et donc là j'ai quelques minutes pour témoigner. Donc moi je me suis inscrite sur le lien qu'Isabelle vous a fourni tout à l'heure sur le réseau des lycées professionnels. Donc moi je suis proviseure d'un lycée professionnel à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine, donc dans l'académie de Versailles. C'est ma 3e année. Je suis pilote focal sur le bassin donc de Neuilly-sur-Seine. Donc je travaille avec la MLDS, les missions locales, voilà. Et j'ai saisi donc ManageEduc et pour avoir un accompagnement. Au lycée, tous les temps de concertation, de conseil pédagogique sont des temps où c'est toujours, je trouvais, très descendant. Et alors que les professeurs de mon établissement faisaient beaucoup de choses, mais de manière assez isolée et en même temps avec des problématiques sur lesquelles je trouvais qu'on n'avançait pas vraiment. Donc, dans le cadre de la refonte de notre projet d'établissement, j'ai saisi la proposition de ManageEduc qui est de mettre en place, enfin de nous accompagner à mettre en place des ateliers collaboratifs. Et j'avais vraiment envie que de faire ensemble et de créer des conditions de collaboration, de réflexion, d'échange. Et donc en début d'année, donc dès le 22 septembre, on a eu un premier rendez-vous avec Isabelle et une Karine Carbonneau, donc une facilitatrice qui lors de ces premiers échanges m'ont présenté le cadre de cet atelier collaboratif. Donc c'est 4 heures d'accompagnement physique au lycée sur un thème qu'on a travaillé ensemble. Donc j'avais associé ma CPE et on a essayé de défricher. Donc je vais pas être innovante, au départ on est parti sur l'absentéisme et ce que je trouve intéressant, je vous fais pas tout le déroulé, mais à force d'échanger avec Isabelle et Karine, on est arrivé, on voulait quelque chose de positif qui donne envie. Et on s'est dit, plutôt que de faire une entrée par l'absentéisme, un peu comme décrochage, et on est passé à persévérance, ben nous on a monté un atelier qui s'appelle Agir sur la présence des élèves au lycée. Et finalement, comment faire? On a des élèves qui sont là ou plus ou moins là pour leur donner envie de plus être là et de rester là. Et ce groupe a été constitué donc de 8 personnes, donc la CPE, une assistante d'éducation et des enseignants de différentes disciplines, de l'enseignement professionnel comme de l'enseignement général. L'avantage d'avoir une facilitatrice qui intervient, qui mène cet atelier, ça permet déjà de prendre du recul, d'avoir quelqu'un d'extérieur, parce que forcément l'entrée chef d'établissement, et moi mon objectif c'est de réduire les élèves absents, qu'il n'y ait pas d'exclusion de cours, enfin j'ai forcément un avis tranché, et puis le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur permettait vraiment d'avoir du recul, à libérer la parole avec de vraies techniques d'animation qui ont fait que l'atelier de 4 heures finalement est passé très vite, avec une production au bout. Voilà, donc l'atelier, je rentre pas dans les détails, hein, Isabelle, j'essaie de faire vite, a abouti à beaucoup de production du groupe, et j'ai assisté donc au début de l'atelier, j'ai fait l'introduction, j'ai remis en contexte, c'était sur le volontariat bien sûr, et à la fin sur tout ce qu'ils avaient produit, les idées qu'ils avaient, et ce qui est hyper intéressant je trouve, c'est que à la sortie de cet atelier, on a un plan d'action. Donc le plan d'action, je l'ai retravaillé une fois avec Karine, Isabelle et ma CPE. Je l'ai représenté hier au groupe, et c'est le groupe qui va présenter en conseil pédagogique le travail élaboré, et on s'est fixé 3 actions qu'on va mettre en place cette année, qui sont faisables, concrètes. Et l'avantage de ce soutien, c'est que déjà ça m'oblige à aller au bout des actions du projet, parce que ça donne une méthodologie, un cadre, et c'est pas chronophage, ça m'a pas demandé X heures de travail, parce que ça m'a demandé une première réunion d'1 heure, en visio, très facile à mettre en place, une autre, Karine est venue pour l'atelier, là on s'est revu une fois,
et on aboutit vraiment sur quelque chose de concret. Donc moi, je trouve que ça a été vraiment aidant, facilitant pour moi pour mener à bien ce projet. Et les enseignants sont vraiment contents de la qualité de l'animation de l'atelier et surtout de voir que les choses avancent et qu'on met des choses en place et que ce qui s'est travaillé aboutit vraiment sur quelque chose de concret. Voilà, j'espère qu'on en verra d'ici la fin d'année des effets positifs. Mais voilà, je le conseille. Moi, en plus, je suis dans un lycée professionnel et je sais que je suis pas la seule où j'ai pas d'adjoint, donc on est assez isolé. Ou même, si on a un adjoint, on n'est que deux. Parfois piloté, on est pris par l'urgence, notre quotidien, la gestion des élèves, les différentes difficultés qu'on a. Et le fait d'avoir ce soutien extérieur permet de mener à bien le projet, d'aller au bout, d'avoir des vraies techniques, des choses concrètes, puis des outils. Moi, le plan d'action que m'a renvoyé la facilitatrice, j'avais fait un peu un rapide compte rendu et elle m'a mis ça sous forme de tableau très concret, très facile à utiliser. Pour moi, c'est un gagne-temps et ça m'a vraiment permis de gagner et d'avoir des outils hyper opérationnels. Voilà, je sais pas si ça répond, Isabelle, à ce que tu attends. Voilà. Merci beaucoup, Séverine, de ce témoignage. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous inscrire dans le réseau et prendre contact avec moi, voilà, pour qu'on puisse échanger ensemble. Je voudrais vraiment remercier énormément Filippo Piron et Karine Mallet de ce webinaire qui était vraiment passionnant. Merci à tous d'avoir d'avoir participé activement dans le chat, d'avoir effectivement des allers-retours sur sur les questionnements. Un grand merci. Merci à Séverine d'avoir pris le temps de témoigner. Donc on arrive à la fin de notre webinaire. C'est vrai que l'accrochage scolaire est un sujet très très large et on y reviendra certainement à un moment donné. Voilà. Donc merci à tous, une très bonne soirée et voilà, j'espère que ce webinaire vous aura permis d'avoir des idées, des envies et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.